Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce vendredi 27 juin 2025. Tout d'abord, les grands titres. Fermeture bientôt de plus de 2700 pharmacies dans le pays suite au non-respect de la loi qui les régit. Annonce faite par la ministre de la Santé ce jeudi 26 juin 2025 lors de la séance plénière. L'organisation Parsem appelle le gouvernement burundais de faire de son mieux pour couper court avec les retards observés dans la réalisation de ces projets, vu que le barrage de Djidji a été récemment inauguré après 20 ans de construction. Les agriculteurs de la province de Kirundo alertent sur une maladie non connue qui s'attaque aux bananiers. Ils demandent au ministère de l'Agriculture d'agir dans l'immédiat pour résoudre ce problème. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement du journal. Débutons ce journal par la page sécurité. 10 personnes assassinées en province d'Ongozi ont été répertoriées par la rédaction de la RPA depuis le début de cette année 2025. Des crimes surtout consécutifs au conflit foncier. Les détails avec Emmanuel Daishimiye. Parmi les cas d'assassinat répertoriés par la RPA depuis le début de cette année au sein de la province Ngozi, pendant ce mois de juin, on a connu une personne. Il s'agit d'un sexagénaire du nom de Constantin Chiza. Nos sources en Ngozi ont fait savoir que ce vieux homme a été étranglé par des malfaiteurs lorsqu'il rentrait chez lui. Il venait d'une fête sur la colline Maruri dans cette commune d'Ongozi. Au cours du mois de mai dernier, la RPA a également connu un cas d'assassinat dans cette province d'Ongozi située au nord du pays. Il s'agit d'un certain Jean Nezamihigo. Son corps a été découvert sur la colline Nyagasebei en commune Tangara. Des personnes qui étaient avec la victime ont été arrêtées par la police pour des raisons d'enquête. Au mois d'avril cette année, votre radio a répertorié des personnes tuées. Nous sommes toujours en Ngozi. Le premier cas est un corps sans vie qui a été retrouvé dans la rue au quartier Sugoti, se trouve au chef-lieu de la province Ngozi. Nos sources en Ngozi ont indiqué que le corps de la victime apparaissait beaucoup de blessures au niveau de la tête et des jambes. La deuxième personne tuée au mois d'avril dernier est un certain Kansuraheba surnommé Rasta de la colline Rusuguti Gatonde. Il a été tué par des sentinelles en l'accusant de vol. Au cours du mois de mars dernier, la RPA a pu aussi répertorier des personnes tuées dans la province d'Ongozi. La première est une femme du nom d'Audrey Bouchoumi, âgée de 28 ans. Nos sources en Ngozi ont annoncé qu'il a été tué par son ex-mari en complicité avec d'autres personnes. Cette femme a été tuée lorsqu'il entrait chez eux sur la colline Boussoro, commune et province d'Ongozi. La deuxième personne tuée au cours de ce mois de mars est un enfant du nom de Claudine Iradukunda de la colline Massama en commune Marangara. Il était âgé de 5 ans. Il a été tué par un Imbonerakure du nom de Sanzamahoro surnommé Nyayayo. Il a été victime des conflits entre son père et cet Imbonerakure. Pour le mois de février dernier, la RPA a pu répertorier un cas d'une personne. Il s'agit d'un homme de la colline Runda en commune Marangara. Il a été tué par sa femme à l'aide d'une chaise qu'elle lui a frappé au niveau de la tête parce qu'il avait puni leur enfant. Pour terminer, dans la même province d'Ongozi, la RPA a pu répertorier des personnes tuées au mois de janvier. La première est un certain Désiré Akizimana. Il était un élève. Il a été tué par des Imbonerakure sur la colline Runini, zone Kananira, en commune Tangara. Nos sources à Tangara ont indiqué que la victime a été accusée de vol d'un téléphone portable. La deuxième personne tuée en janvier est une femme du nom d'Anita Ichuburundi, âgée de
de 31 ans. Il a été poignardé à l'aide des couteaux par des inconnus sur la colline Ngoma en commune Gashikano. Les conflits fonciers seraient à l'origine de ce crime. Merci Emmanuel Ndaishimiye. En page droit de l'homme, relâchement d'un citoyen nommé Egide Gendakumana qui était détenu au cachot de la zone Rubirizi en mairie de Bujumbura, accusé du non-respect des prix des boissons de la Braroudi depuis samedi dernier. Malgré que sa famille se réjouisse de sa mise en liberté sur une somme de 22 millions qu'il avait laissée dans sa voiture, il n'a trouvé que 6 millions de francs burundais. S'adressant aux policiers qui avaient gardé sa voiture à propos de son argent, ils lui ont répondu de porter plainte auprès de la justice. À présent, page santé. Plus de 2700 pharmacies vont bientôt être fermées, tandis que 4300 feront l'objet d'une surveillance étroite pour garantir leur conformité. La ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida l'a déclaré ce jeudi 26 juin lors de la séance plénière où elle répondait aux questions des députés. La ministre Lidwine Baladahana a également signalé que normalement, le Burundi ne devrait pas compter plus de 1400 pharmacies. Suivez Lidwine Baladahana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida. C'est une affaire complexe. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes au sein des pharmacies. Elles sont beaucoup. Je l'ai déjà dit, et certains ne sont pas en ordre. D'autres, nous pouvons dire qu'ils vendent du poison parce que l'origine de les médicaments n'est pas indiquée. Pendant l'inspection, nous avons remarqué qu'il existe des pharmacies qui vendent des médicaments ne précisant pas leur origine parce qu'ils n'ont pas la traçabilité des factures. Ainsi, nous avons une liste de plus de 2700 pharmacies qui doivent fermer. Nous avons envoyé le rapport sous analyse à la présidence. Prochainement, nous allons sortir et afficher cette liste pour que les propriétaires de ces pharmacies se voient. Ensuite, l'administration va nous aider à procéder à leur fermeture. 2700 doivent fermer, c'est important. Et puis, 4300 pharmacies privées vont être accompagnées et rester sous notre surveillance pour qu'elles soient en ordre. Normalement, nous ne devions pas compter plus de 1400 pharmacies. La ministre de la Santé a également déclaré que les rapports d'inspection ont révélé que plus de 100 pharmacies ont été ouvertes par un circuit parallèle délivrant des licences au nom du ministre. Certains membres de ce circuit ont déjà été arrêtés et emprisonnés, d'autres sont toujours recherchés. Suivez encore une fois Lidwine Baladahana, ministre de la Santé publique. Nous avons constaté une autre forme d'ouverture des pharmacies depuis décembre. Ils envoient au cabinet une lettre de renouvellement d'une pharmacie qui n'existait pas. Ils ont changé de tactique dès notre déclaration du 25 juillet annonçant la suspension de fournir des licences d'ouverture de nouvelles pharmacies. De décembre jusqu'à ce jour, plus de 200 pharmacies ont été ouvertes par un circuit parallèle. Le dossier est entre les mains des autorités sécuritaires pour traquer les membres de ce circuit parallèle qui donne des licences au nom et à la place du ministère, mais certains ont déjà été arrêtés et emprisonnés. C'est une affaire complexe, d'autant plus qu'il y a des pharmacies qui ont des licences authentiques du ministère et d'autres livrées par ces membres du circuit parallèle qui falsifient la signature du ministre. Concernant le cachet, il est facile de trouver un autre, mais pirate. C'est pourquoi il faut tous nous mobiliser pour les démanteler. Aussi, au cours de cette séance plénière, Lidwine Baladahana a parlé d'une nouvelle organisation des hôpitaux et structures sanitaires selon la nouvelle restructuration de l'administration territoriale. D'après elle, il sera instauré des centres de santé communautaires selon les anciennes communes, les hôpitaux de district selon les nouvelles communes élargies et les hôpitaux nationaux selon les nouvelles provinces. Je vous propose de l'écouter. Nous proposons de nous référer sur la nouvelle administration territoriale, sur la mise en place des provinces, communes, collines et quartiers. Ceci parce que l'organisation ministérielle du sommet à la base sera régie par l'actuel cadre légal administratif. Turabona rero yuko turavye ingene ubushikiranganji buzokwitunganya dukurikije la nouvelle administration tuzoba dufise ubitaro by'ubwoko butatu. Reka duhere kuri communauté tuzoba dufise
En considération de la nouvelle administration au sein du ministère de la Santé dans son organisation, nous aurons 3 types d'hôpitaux. À commencer par la communauté dans l'ensemble, nous aurons un centre de santé et un hôpital communautaire. L'actuel hôpital communal deviendra un hôpital communautaire suite à l'élargissement des anciennes communes et selon la population d'accueil. Ensuite, la nouvelle commune élargie sera comme un district sanitaire, comme prévu par la loi sur l'administration communale et par conséquent doté d'un hôpital de district. À l'échelon supérieur, nous aurons un hôpital national. Ceci pour dire que les 5 nouvelles provinces auront chacune un hôpital national de même niveau. Chacun un hôpital national. C'était Lidwine Baladahana, ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Après une courte pause, nous continuons avec la page gouvernance. En page gouvernance, l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM en sigle lance un appel au gouvernement de faire de son mieux pour couper court avec les retards observés dans la réalisation de ces projets. Réaction de la PARSEM après l'inauguration du barrage de Djidji, un projet qui vient de durer à peu près 20 ans. Malgré que la PARSEM salue le dit projet du gouvernement, Faustin Ndikumana, président de la PARSEM, interpelle en même temps le gouvernement de consolider davantage la coopération avec ses partenaires dans le but de promouvoir encore plus l'économie nationale. Écoutez Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Après l'inauguration officielle du barrage du Murembe, travaux qui ont été lancés par le président de la République, l'électricité est l'un des facteurs pour booster l'économie d'un pays. Donc, nous nous réjouissons alors de la fin des travaux de construction de ce barrage. Mais quelles leçons tirer? D'abord, il faut fustiger le retard des projets. Ce barrage a été lancé dans les années 2006, ça veut dire que bientôt, une période de 20 ans allait être écoulée après le lancement du début de construction de ce barrage. C'est un retard inimaginable, c'est un retard considérable. Donc le gouvernement devait fustiger ce comportement, prendre des mesures concrètes pour que cela ne se reproduise plus, parce que accuser un retard de plus de 15 ans pour construire un seul barrage hydroélectrique, c'est inimaginable. Ailleurs, 2-3 ans suffisent pour construire un tel barrage. Une année suffit pour construire un tel barrage. Dans le temps, le barrage de Bouégoura a été construit de 83 à 86. Donc, il faut vraiment fustiger ce comportement. Deuxième leçon, il est tout à fait évident que la construction d'un tel barrage ne saurait être possible sans l'appui des bailleurs d'offres. C'est un fruit par excellence de la coopération internationale. Et c'est pour cela que très récemment, nous avons déclaré que la coopération internationale est l'un des piliers pour relancer l'économie de ce pays. Le Burundi ne peut pas se doter d'un réseau d'infrastructures modernes, efficaces, pour appuyer la production et le décollage économique et la croissance économique sans appui des bailleurs d'offres. C'est inimaginable. Il faut pas faire fausse route et penser à autre chose. Il faut plutôt une stratégie de mobilisation de financement, parce que même accéder à l'emprunt extérieur, au crédit extérieur, ce n'est pas chose facile actuellement, eu égard à la fragilité de l'économie burundaise. Le président de la PARSEM appelle aussi la Régie des eaux à moderniser son réseau d'alimentation qui date de très longtemps. Troisièmement, alors, la Régie des eaux aussi devait voir comment moderniser le réseau de distribution d'électricité qui est vieux, qui date de l'époque coloniale dans plusieurs quartiers de Bujumbura. Il faut aussi améliorer sa gestion interne, la maîtrise des coûts et d'autres facteurs qui entravent sa gestion interne pour prendre une stratégie de baliser complètement au délestage qui était devenu monnaie courante dans la vie quotidienne des citadins et voir comment étendre le réseau électrique à travers le pays. Alors, quatrièmement, alors, il faut aussi que le gouvernement conçoive la stratégie énergie dans l'avenir, dans 20 ans, dans 30 ans. Page agriculture pour clôturer ce journal. Une maladie non connue qui s'attaque aux bananiers est observée ces derniers temps dans les communes de Kirundo et Bugabira, en province de Kirundo. Les agriculteurs de ces communes indiquent qu'ils enregistrent déjà des pertes énormes suite à cette maladie. Ils demandent à cet effet aux autorités compétentes, notamment le ministère de l'Agriculture, d'agir en conséquence et trouver un remède contre cette maladie.
Le point avec Hervé Niouhire. Une maladie qui affecte les plantes de bananiers au niveau des localités de Bidouda et Mayombana, situées dans la commune de Kirundo, sévit depuis un certain temps. Cette même maladie se remarque également en commune d'Obugabira. Selon des sources locales parmi les agriculteurs, les premiers signes de cette maladie ont été observés depuis la fin du mois d'avril de cette année. Actuellement, il est devenu impossible de consommer cette plante, affirme cette source. Ici chez nous, à Ogavira, presque toutes les bananeraies ont été détruites. Nous avions informé les agronomes, les administratifs jusqu'au niveau provincial, mais la maladie est toujours là et aujourd'hui la situation est terrible. Selon toujours nos sources, les responsables concernés ont ordonné l'éradication de tous les bananiers infectés pour empêcher la propagation de la maladie. Cependant, toutes ces mesures ont échoué. Les agronomes nous ont dit de détruire ces bananiers et de les brûler, mais ça n'a donné aucune solution. La maladie se propage de plus en plus. Au niveau provincial, ils sont au courant, mais pas de solution. Les bananeraies sont en train de disparaître car on pense que la maladie est incurable. Ces agriculteurs demandent aux autorités locales et au ministère de l'Agriculture d'intervenir afin de trouver une solution ou de mettre en place des plantes qui résistent contre cette maladie. La rédaction de la radio RPA a contacté Divuzimana Leonidas, directeur provincial de l'agriculture et de l'élevage en province de Kirundo, pour recueillir sa réaction, mais en vain. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous mettons un point final au journal de ce vendredi 27 juin 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon week-end à tous.